Agnès, tu es là. Nadine arrive. Pierre-Henri va nous rejoindre. Est-ce qu'on peut donner donc les images de Guillaume Cassignac qui va être à nouveau là, de Dominique Ornus, de Jean-Marc Piat et de Catherine Winkenbosch, s'il vous plaît, pour qu'on voit leur bobinette. Voilà, il faudrait également, s'il te plaît, Emmanuel, redonner le micro à Serge Theis, dont le micro est coupé. Voilà, Serge, là, le son y est. Serge, tu veux nous dire bonjour pour qu'on teste l'intensité? Ah. Allô, allô. Si tu peux te rapprocher un peu de l'ordinateur. Voilà. Eh bien, on reprend. Et moi, j'ai le plaisir de donner la parole à Serge Theis, qui est un compère depuis de très nombreuses années, un des mousquetaires de l'époque. Nous étions 3 à l'époque. Il en manque un, mais ils seront certainement remplacés. Et sur cette pressothérapie, autant dire qu'il y a eu énormément de questions. Il y a eu 26 questions. Donc, ça en fait pas mal, rien que pour ça, et des questions vraies. Voilà. Donc, c'est Pierre-Henri, peut-être pour changer un petit peu, qui va poser la première question. Si tu veux bien, Agnès, prendra la suivante. Bonsoir Serge. Comment utiliser la pressothérapie par rapport au drainage lymphatique manuel, avant ou après, ou les deux? Alors, je ne sais pas, ou les deux, mais enfin, bon, voilà, c'est la question. Tout d'abord, j'aimerais bien de souligner, merci à tout le monde. On ne t'entend pas assez, Serge. Merci encore à tout le monde pour les présentations qu'ils ont présentées. J'ai très apprécié le caractère un peu pluridisciplinaire qu'il fallait se concerter l'un l'autre, il fallait essayer d'harmoniser le discours, fluidifier les liens entre les soignants et les soignés par rapport aux soignants. Je crois que c'est très important et qu'en définitive, la pressothérapie n'est qu'un enrouage dans tout ce système pluridisciplinaire. Maintenant, savoir si le drainage lymphatique manuel doit précéder la pressothérapie ou inversement, c'est simplement, d'un côté, la main va un tout petit peu peaufiner, va un tout petit peu décoincer certaines zones qu'il y a à traiter, alors que la pressothérapie, c'est un peu le Manitou, c'est la grosse machinerie qui va débroussailler un tout petit peu le gros du problème. Et donc, d'un côté, il y a un peaufinage manuel, alors qu'il y a un dégrossissage qui se fera par la machine. Et donc, il faut voir un tout petit peu en complément. L'un et l'autre peuvent se faire en même temps, puisqu'en définitive, la pressothérapie, la manchette peut être installée sur le membre supérieur. Ça va dégrossir, mais il faut absolument qu'au creux axillaire, on puisse décoincer le passage du bras au thorax. Donc, l'un et l'autre sont complémentaires. Merci Serge. C'est difficile de répondre dans les 6 minutes qui nous sont accordées pour chacun et chacune d'entre vous. On va essayer quand même de raccourcir les réponses si vous arrivez à les synthétiser au maximum, ce qui est extrêmement frustrant à la fois pour vous et pour les gens qui nous entendent. Deuxième question, Agnès, s'il te plaît. Il n'y a pas de micro. Micro, Agnès. Micro, Agnès. Bonsoir Serge, merci pour ton exposé, ravi de te revoir. Peut-on utiliser la pressothérapie après une thrombose de la veine sous-clavière? Oui, on peut utiliser la presso. Disons, il n'y a plus de danger de migration du thrombus après 24 heures. Donc, si le médecin a
a fait les analyses, si les échographies ont bien montré qu'en définitive, il n'y avait plus de danger, on peut faire de la pressothérapie sans problème. Ok, super. Merci. Adaptez-vous la valeur de la pression à la consistance du lymphœdème. Autrement dit, faut-il l'adapter à la zone? Toujours 30 mm de mercure si l'œdème est réversible. Donc, si spontanément, il régresse par le repos, par le drainage postural, et on adapte en fonction de la consistance de l'œdème pour les autres œdèmes, et surtout les irréversibles. Merci. Merci. L'utilisation de la pressothérapie est-elle comparable à celle du drainage manuel? Elle pourrait donc être utilisée du proximal au distal ou l'inverse? Je n'ai pas vraiment compris le début, mais enfin, disons, on est en antérograde dès qu'il y a des œdèmes réversibles. Par contre, on est toujours en rétrograde pour les irréversibles. Ok. C'est très clair, c'est une question à laquelle tu réponds parfaitement bien parce que c'est une question de clinique et qui va permettre d'adapter le traitement. Et ce qui démontre que ce soit un traitement manuel ou instrumental, il y a toujours une personnalisation du soin. Il y a eu beaucoup de questions, Serge, et je me permets de la poser, sur le type d'appareil que tu recommanderais. Alors, c'est difficile de citer des marques, on va essayer de ne pas le faire, mais est-ce que tu aurais un profil, des paramètres particuliers qui devraient être nécessaires pour qu'un professionnel, une professionnelle puisse utiliser un appareil de pressothérapie dans le traitement des lymphœdèmes. Voilà, parce qu'il y en a énormément d'appareils. Est-ce qu'il y a un standard qu'il faudrait respecter? Pour les professionnels, le traitement des lymphœdèmes nécessite une pressothérapie à 7 compartiments en semi-superposition, donc c'est un minimum. Il faut que tous les paramètres réglables, tels que la pression ou autres éléments, temps de pression, temps de relâchement, ou autres, soient toujours réglables par le kinésithérapeute. Les bridages d'appareils ne sont valables que pour les appareils qu'on loue à la personne, donc chez elle. Comme ça, on a une assurance qu'il n'y a pas de danger. Mais pour le kinésithérapeute, non, il faut que ça reste libre. Merci beaucoup, Serge. Tu as une expérience européenne colossale dans le traitement des œdèmes en général, du drainage, de la pressothérapie et d'autres traitements forcés. J'espère que cette année, on pourra se retrouver au mois de juillet à Avignon pour ce fameux stage qu'on organise quand le Covid l'autorise et que le festival a lieu. Au mois de juillet, souvent c'est aux alentours du 14 juillet, avec un stage qui s'appelle Rééducation des œdèmes des membres inférieurs, où tout est abordé, des traitements manuels au bandage et tous les cas cliniques particuliers. Et Pierre-Henri Ganchou devrait être avec nous si son TGV fonctionne. Serge, merci beaucoup du temps que tu as accordé pour ce travail-là, parce que je sais que tu ne cesses d'écrire. C'est une sorte plaisir. À bientôt et encore un grand merci. Merci à toi surtout. Il ne faut pas inverser les rôles. C'est nous qui te remercions. Voilà, on a le plaisir d'appeler Anne Vernet, Ève Vernet, pardon, mais qui n'a pas son micro ni sa vidéo. C'est caché, Ève. Alors. Bonsoir à tous. Alors moi, malheureusement, je ne peux pas mettre la vidéo parce que, a priori, animateur, qu'est-ce qu'on me dit? Vous ne pouvez démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Voilà, désolé. Alors, on va demander à l'animateur. C'est bon, c'est fait normalement. Vas-y. Ça va être en train de se faire. C'est bon, Ève, tu peux le mettre en route. Yes, impeccable. Ah, super, bonsoir. Merci à tous. Bonsoir. Ève. Bonsoir. Alors, d'abord, vous savez qu'il y a toujours des commentaires, je n'osais pas vous les lire parce que ça ferait vraiment quelque chose qui serait peut-être un peu moins scientifique, mais sachez que toutes les vidéos ont été commentées avant d'être questionnées. Voilà, toutes, absolument toutes. Et je vois, voilà, bravo mademoiselle, ceci n'est pas une question, mais je vous félicite. Je viens de prendre ma retraite après 35 ans d'expérience et ce que vous venez de faire est absolument formidable. Voilà, je te le dis, tu n'auras pas à rougir, parce que tout le monde le verra. Et donc, on va te poser les premières questions et on va laisser la priorité à Agnès, bien sûr.
Bonsoir Ève, effectivement j'ai trouvé que ton exposé était encore meilleur que celui de la soirée scientifique et vraiment tu fais un travail extraordinaire auprès de tes patientes. Merci de nous l'avoir communiqué. Première question, avez-vous eu des retours de vos patientes sur vos vidéos? Ont-elles adhéré aux vidéos? Continuent-elles à les visionner? Alors, les vidéos, elles ont été essentiellement faites durant le Covid, donc forcément, elles ont été très visionnées pendant le Covid pour elles, pour continuer le suivi de leurs soins quand il avait été commencé, etc., au cabinet. Donc oui, ça a rencontré un certain entrain et elles avaient au contraire, elles, envie d'avoir ce support-là, donc c'est pour ça qu'on l'a créé. Et oui, elles continuent à le regarder parce que je continue à suivre certaines des patientes, notamment en chronique pour les lymphodèmes vrais secondaires et notamment pour les autobandages également. Après, elles ont la technique et puis des fois, on revoit certaines choses. Et ensuite, oui, les patientes ont les vidéos, pardon, lorsqu'elles terminent les soins, puisque ça leur sert de support, en fait, comme un rappel de ce qu'elles peuvent faire. Ou par exemple, là, j'ai un monsieur qui a eu un cancer du sein et donc qui est reparti avec les vidéos d'autobandage et d'autodrainage à la fin de ses séances. Comme ça, il peut être autonome à la maison. Et je l'accompagne là-dedans. Très bien. Merci. Merci. Alors, rebonsoir Ève. Peux-tu nous donner le nom d'une application, d'un logiciel pour éditer facilement des vidéos? Alors, application et logiciel, c'est pas pareil. Une application, c'est plutôt sur un smartphone. Donc, c'est vrai qu'on est tous devenus un peu des petits reporters en herbe. On a tous un téléphone greffé à la main maintenant. Donc, oui, il y a des applications sur le smartphone. Par exemple, l'enregistreur vocal avec lesquels on vous a fait nos présentations, certains enregistreurs vocaux étaient sur nos smartphones. Il y a aussi, moi, j'utilise plutôt iMotion. Voilà. Et ensuite, non, c'est des vidéos qui sont faites tout simplement sur le téléphone. Voilà. Après, les logiciels, oui, il y a des logiciels qui sont faits réellement pour faire des vidéos. C'est des logiciels qui sont très intuitifs. Le logiciel que moi, j'utilise, donc, c'est éditeur de vidéos sur Windows. Voilà, pas plus simple. Facile à trouver. Merci beaucoup. Merci. Alors, ne crains-tu pas que les vidéos fassent croire aux patients qu'elles puissent remplacer leur séance de kiné de la même manière que les cours de guitare sur Internet? Alors, bien évidemment qu'on n'est ni des professeurs de musique, ni rien de tout ça. Donc, non. En fait, donc on se replace dans le contexte. Non, ces vidéos, elles ont été faites pendant le Covid et elles n'ont rien à voir avec quelque chose que l'on a et qu'on donne tout cru aux patients comme ça. En fait, ces vidéos, déjà, quand je les partage aux patients, je suis sûre que les patienteux, la plupart du temps, arrivent à les lire et arrivent à les ouvrir. Donc déjà, on refait un point ensemble parce que je veux être sûre qu'elles arrivent à les ouvrir. Donc elles sont données de manière individuelle et on ne peut pas les trouver comme ça de manière publique, ces vidéos-là. Donc, quand elles les réouvrent, on les revoit ensemble. Ça, c'était la partie 1 qu'on a vue ensemble. Ça, c'est la partie 2, etc., etc. Et du coup, ça permet aussi de rebriefer les gens. Je repense à un article que j'ai lu concernant donc, les flyers que l'on met à disposition aux patients. Avoir un flyer tout seul, effectivement, c'est un outil. Mais en fait, l'éducation à la patiente plus le flyer, c'est ce qui marche encore mieux. Il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus sur les vidéos puisque c'est tout récent, mais on peut imaginer qu'effectivement, il faut accompagner le patient dans l'utilisation des vidéos. Voilà. Et donc, elles sont accessibles aux patientes ou je leur envoie par mail ou je leur envoie par message et également sur YouTube par des liens YouTube, mais qui sont des liens privés. Voilà. Et puis, comme de toute façon, je ne pense pas que ça puisse remplacer ce qu'on fait nous, c'est certain. Parce que, en fait, on fait autant de vidéos qu'on veut éduquer les patients. Donc, c'est vraiment des vidéos qui sont ultra personnalisées. Ça ne pourra jamais remplacer la main du kiné puisque notre métier, il est d'abord dans nos mains, quoi. Donc, voilà. Merci, Ève. Merci beaucoup, Ève. Un commentaire, c'est que je trouve absolument fabuleux qu'effectivement, on puisse
faire ce que tu as fait. Et il y a 15 ans, on n'aurait pas pu l'imaginer une seule seconde. Et le fait que tu aies réalisé ça en période de Covid, ça a permis d'être une continuité des soins. Ce qui est intéressant, qu'il faut bien retenir, c'est ce que sur ce quoi tu as insisté, c'est-à-dire le fait que ces vidéos sont personnalisées, elles ne sont pas faites pour tout le monde, pour toutes les patientes. Et c'est l'écueil qu'on rencontre avec la CATL quand on avait voulu faire une brochure pour les patientes après cancer du sein. C'est la difficulté à faire une brochure qui soit adaptée au cas de la patiente et qu'elle soit lisible pour tout le monde. Et quand elle est lisible par tout le monde, par toutes les patientes, elle perd son intérêt parce qu'il n'y a que des banalités. Alors c'est très très difficile, et la difficulté c'est savoir si l'intention de faire une brochure vaut l'action de son résultat. Mais ça c'est de la philosophie. Mais il faut se pencher sur ce problème-là, et la personnalisation des soins, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça a été dit en préambule avec Daniel Serin, ça a été dit en préambule avec le docteur Damon, tant pour la chirurgie que la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est bien, c'est super, mais ça doit être un cadeau personnalisé. Bravo pour ton exposé. Merci. Merci à toi. Je crois qu'il n'y a plus de questions, vous me précisez. On a fini. Voilà, donc on va bavarder sur la commission du docteur Jean-Marc Piat, qui est l'une des communications qui a appelé le plus de questions. Il y en avait plus de 30, alors on ne peut évidemment pas les mettre toutes ensemble pour vous. Il y en a quelques-unes qui ont été sélectionnées. Je voudrais d'abord vous remercier parce que je vous ai rencontré à Strasbourg il y a quelques années, lors des premiers stages qu'on a fait sur la rééducation du cancer du sein, le post-opératoire et l'infodème. Vous nous avez accueillis dans votre très très belle clinique Rena à Strasbourg. Vous avez une salle de conférence fabuleuse. On se croirait à Los Angeles. On a une superbe, ouais, mais je vous le dis, superbe quand on est au dernier étage. Les stagiaires ne font que des compliments et j'ai reçu la confirmation qu'on allait pouvoir être chez vous dans quelques semaines à nouveau pour réaliser ces 2 sessions, le post-opératoire et l'infodème. Merci beaucoup de participer à cette soirée. On va vous poser les premières questions et je vous remercie par avance de toutes vos réponses. Bonsoir docteur, merci Bonsoir. Effectivement de nous avoir fait découvrir cette nouvelle technique qu'on espère voir développer partout en France. La question s'y porte d'ailleurs. D'abord, comment vous est venue l'idée de ce mini dorsal hypofilé et commence-t-elle à être pratiquée dans les autres centres de scénologie en France? Écoutez, déjà bonsoir, merci à Jean-Claude Ferrandez de m'inviter à votre soirée, à ces communications. C'est un plaisir de passer un moment avec vous, comme c'est un plaisir de vous rencontrer à Strasbourg et de travailler ensemble quand vous avez l'occasion d'être parmi nous. En ce qui concerne la technique qu'on a mis au point, c'est une évolution qui s'est faite progressivement. Notre centre s'occupe exclusivement de cancer du sein, enfin depuis... On a créé cette structure depuis une quinzaine d'années. On traite actuellement 500 cancers du sein par an et on fait environ entre 150 et 200 reconstructions mammaires. Donc on a une bonne expérience. Ces dernières années, on a beaucoup développé le lipofilling qui permet d'utiliser l'excès graisseux de la patiente pour reconstruire son sein en amenant du volume. Et on est aussi très partisan des reconstructions autologues avec les propres tissus de la patiente, sans prothèse. Donc l'évolution s'est faite, au départ on faisait soit des reconstructions par lipofilling, on faisait aussi des reconstructions par lambeaux de dorsale autologues, pour lesquels on faisait un lipofilling secondaire. Donc ce qui nous a amené à cette technique, c'est le jour où on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un lipofilling immédiat dans le dorsal? Parce que le dorsal est bien vascularisé, c'est un lambeau qui est sûr. Donc, on s'est rendu compte que le lipofilling immédiat fonctionnait. Et à partir du moment où on pouvait fait un lipofilling immédiat dans le dorsal, pourquoi prendre tout le dorsal? Donc, on a réduit le lambeau dorsal qu'on prenait et on est arrivé à un mini dorsal, c'est-à-dire qu'on prend le prélèvement dorsal, se représente environ 20% du lambeau dorsal classique et le volume, on l'amène par la graisse du lipofilling. Alors l'intérêt, c'est qu'en prenant un petit lambeau dorsal, la cicatrice est axillaire, elle ne va pas dans le dos. Et le deuxième intérêt, ça c'est très important pour les chirurgiens, c'est qu'on fait tout dans la même position. Donc on peut faire la mastectomie, on peut faire la lipoaspiration, on peut faire le mini dorsal en une seule position. Donc l'intervention est plus simple, plus rapide et les suites opératoires sont plus simples pour la patiente, peu douloureuses.
Et la récupération fonctionnelle, Dominique pourra en parler après, notre kiné, la kiné de notre centre est excellente, quoi. Les patientes n'ont pas de séquelles fonctionnelles du prélèvement dorsal qui est minime. Merci. Bon, M. Pia, vous avez en partie répondu à ma question. Le fait donc, de prélever une plus petite partie du muscle grand dorsal améliore-t-elle la fonctionnalité par rapport à un lambeau de grand dorsal classique? Je vais vous répondre par deux exemples. Lorsqu'on fait les contre-indications du lambeau dorsal, par exemple au niveau sportif, c'est des gens qui font de l'alpinisme et de l'équitation. Je ne sais pas si vous avez vu mon exposé. J'ai une patiente qui fait de l'alpinisme et j'ai une patiente qui fait du saut d'obstacle alors qu'elle a été opérée d'un mini-dorsal bilatéral. Vous voyez, contrairement au dorsal, on n'a pas de conséquences fonctionnelles et les patientes peuvent pratiquer leur activité sportive comme elles le souhaitent après quelques semaines, bien sûr, de rééducation, de récupération. Merci beaucoup. Et du coup, la question a été posée par plusieurs personnes. Dans quelle région cette intervention peut-elle être proposée? Écoutez, c'est nous qui avons eu l'idée au départ. Alors, il fallait déjà la valider. Et pour pouvoir la transmettre, il faut déjà, si vous voulez, maintenant on peut la transmettre parce que les différents temps opératoires sont bien définis, on connaît tous les obstacles qu'il peut y avoir, tous les moments où il faut faire attention, où il y a des précautions à prendre. Donc, si vous voulez, il fallait aussi qu'on l'ait publié au niveau international, que ce soit validé, ce qui a été fait au début de l'année 2020. On a des publications internationales dans les principales revues américaines de reconstruction mammaire. Donc, c'est une technique qu'on peut maintenant exposer parce qu'on a l'expérience, elle a été validée internationalement. Mais si vous voulez, en chirurgie, le mieux, c'est le compagnonnage. C'est-à-dire, il faut que les chirurgiens qui veulent pratiquer viennent chez nous pour voir. Parce que si on essaye de pratiquer à partir d'une technique opératoire, il vous manque les ingrédients pour bien faire. Et après, vous allez vous dire, finalement, la recette, elle n'est pas bonne. Parce que vous n'avez pas vu les points de détail, mais c'est les détails qui font la différence. Donc, ce compagnonnage, on voulait le débuter début de l'année dernière. Il y a eu le problème de la pandémie, de Covid. Donc, on a démarré maintenant il y a 2-3 mois et on fait des sessions de formation environ. On en a fait 5 et à chaque fois, il y a 3 chirurgiens qui viennent, qui passent une journée avec nous. On fait 2 mini-dorsaux, on fait des présentations, on leur explique les points importants à connaître. Donc, on commence à communiquer, à transmettre ce savoir au niveau des chirurgiens français. Ça a déjà été transmis à l'étranger parce que j'ai beaucoup de contacts en Amérique du Sud. Au Brésil, c'est une technique qui s'est maintenant bien développée. On a organisé des congrès franco-brésiliens et mes collègues brésiliens sont bien intéressés par la technique. Et en France, ça va venir. Ça va venir. Voilà, c'est un petit peu, je ne veux pas dire que c'est à contre-courant, mais dans les congrès de chirurgie, il y a des gens qui mettent beaucoup en avant la microchirurgie. Donc, nous, on ne la pratique pas parce d'une part, on n'a pas cette pratique, et d'autre part, on trouve que la technique qu'on a mis au point est plus simple. Et aussi, dans les congrès, on met beaucoup en avant les prothèses mammaires. Bon, vous savez comme moi, souvent les congrès sont organisés, sont financés aussi par des laboratoires. Donc nous, on vient avec une technique en disant on n'a plus besoin de prothèse et si le résultat n'est pas terrible avec la prothèse, on change pour un mini-dorsal. Donc c'est plus facile, je dirais, de communiquer à travers les patientes ou bien à travers vous qui voyez en pratique ce que c'est qu'une reconstruction par prothèse, ce que ça peut donner à distance et ce que peut donner cette technique, quoi. C'est presque plus facile de communiquer de cette manière que de communiquer à travers nos structures, nos congrès chirurgicaux, pratiquement. Merci. Voilà. Jusqu'à quel volume vous pouvez reconstruire avec un mini-dorsal lipofilé? Alors, en immédiat, on arrive à reconstruire en immédiat, en un seul temps opératoire, on arrive à reconstruire jusqu'à un bon bonnet B, un petit bonnet C, je dirais un volume de 300 à 400 cc. Si on a des seins de volume plus important, ce qu'on peut proposer à la patiente, c'est en même temps qu'on fait une mini-dorsale d'un côté, c'est déjà de faire une réduction de l'autre côté.
et rien ne nous empêche de faire un deuxième temps plus simple, qui peut être fait en ambulatoire, de l'hypofilling complémentaire à distance, 2-3 mois après. Donc, on peut, pour des volumes moyens, on arrive à avoir un résultat immédiat en un temps, enfin en un temps opératoire. Pour des volumes plus importants, il faut parfois un deuxième. Lorsqu'il y a une radiothérapie avant ou après, il faut presque toujours un deuxième temps, parce qu'un sein irradié nécessite un deuxième lipofilling. Et le mamelon et l'aréole sont aussi reconstruits à distance? Alors, on essaye de plus en plus de ne pas enlever l'aréole et le mamelon. La reconstruction mammaire, maintenant, même pour les problèmes de cancer, à partir du moment où la tumeur n'est pas proche de l'aréole, on conserve le complexe aréolo-mamelonnaire. Et s'il faut l'enlever, ben on ne reconstruit pas immédiatement, on reconstruit à distance, mais ça, de plus en plus par les tatouages 3D, ça se fait simplement en consultation. C'est un petit geste complémentaire simple qu'on fait à distance. Voilà. Merci, docteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup de cet exposé. Merci de ce que vous avez donné en disposition sur ces vidéos qui sont d'excellente qualité. Merci de votre grande modestie, monsieur, parce que ce que vous réalisez, les résultats qu'on connaît, et pas ceux qu'on monte dans les congrès, c'est-à-dire ceux dont les gens parlent, sont excellents. Et je pense, pour l'avoir découverte quand je suis venu à Strasbourg avec Dominique Meyer, que cette technique a un grand avenir. Voilà. Je rappelle, cette remarque est totalement sincère et dépourvue d'autres choses. Je rappelle à ceux et celles qui souhaiteraient en savoir plus sur cette technique chirurgicale qu'au mois de novembre dernier, c'était donc en novembre 2020, nous avions fait un numéro complet dans Kinésithérapie, la revue, qui était tout dédié au cancer du sein, et dans lequel vous aviez exposé parfaitement cette technique avec des mots qu'on était capable de comprendre. Je vous remercie de votre simplicité et j'aurai beaucoup de plaisir à vous revoir à Strasbourg. Moi aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. On va appeler donc Dominique Meyer, qui passe dans l'ordre chronologique, bien sûr, après Jean-Marc Piat, puisque Dominique est kinésithérapeute à la clinique Rénal. Je ne sais plus si elle est en ligne encore, Dominique, je ne la vois plus. Ce sera bien. Tu es là, d'accord, voilà. Donc on va être là. Dans la clinique Réa, voilà. Dominique, il y a beaucoup aussi de compliments pour ton exposé, la simplicité de l'exposé et la compréhension aisée. Et avec un vocabulaire de kinésithérapeute simple qui ne se prend pas pour quelqu'un qui postule au prix Nobel. Et je te remercie de cette simplicité, très sincèrement. La parole est à toi et aux questions qu'on va te poser. Bonsoir Dominique, merci pour ton exposé. Bonsoir Daniel. Est-ce qu'après ce mini dorsal lipofilé, les patientes ont toutes de la kinésithérapie? Alors moi j'y vais le lendemain de l'opération, je fais de la patiente à la clinique. Et on vérifie ensemble l'installation, on vérifie qu'elle soit autonome dans sa chambre, dans les transferts, et qu'elle arrive à bouger, à mobiliser son membre supérieur, à faire ce qu'elle a besoin de faire sur une petite première journée à la clinique. Et puis, je les vois en fait tous les jours pour qu'elle avance tranquillement dans sa récupération avec une petite série de mouvements à faire, 5 flexions antérieures, en mobilisation active aidée sur le bras côté opéré, ceci 2 à 3 fois dans la journée. Et puis, en fait, les visites à la clinique sont pour permettre un retour à domicile le plus serein possible pour la patiente. Après, elle part pour une quinzaine de jours de convalescence jusqu'au rendez-vous de contrôle chez le chirurgien, en général à J15. Et puis la rééducation, s'il y a lieu de la faire, elle démarre à partir de ce moment-là. Et globalement, elle bénéficie de séances de kinésithérapie, en tous les cas au moins de quelques-unes, après le contrôle chirurgical. Bonsoir Dominique. Y a-t-il des gestes interdits dans les 15 premiers jours après l'embout dorsal lipofilé? Et après? Y en a-t-il d'autres après interdits? Des gestes interdits, non. Dans un premier temps, la consigne est de ne pas forcer, de ne pas dépasser la douleur, de travailler dans un secteur où elle voit sa main et d'éviter les gestes brusques et d'éviter les tractions. Après, en respectant les délais de cicatrisation, tous les gestes sont autorisés. Il n'y a pas de frein, aucun, en respectant les délais, évidemment.
D'accord. Est-ce qu'il y a des complications? Quelles sont celles les plus fréquemment rencontrées et susceptibles de bénéficier de kinésithérapie? Alors, les patients peuvent se plaindre d'une sensation de raideur dans la zone sous-axillaire, de se sentir comme un étau. En général, cette sensation, elle diminue au fur et à mesure que l'œdème diminue également. Ensuite, la complication qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est la lymphocèle ou le sérum sur la zone de prélèvement de la portion musculaire. Elle est sur le flanc, le long du grand dorsal. Voilà. Et là, il y a de la kinésithérapie à faire ou pas? En fait, la première chose, et ça rejoint une autre question plus tard. Elle est forte, Agnès. Elle est forte. Elle enchaîne deux questions. Voilà. Je fais le lien ou j'attends? Ouais, vas-y. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est de réduire un peu l'activité de la patiente, d'éviter qu'elle fasse des séries de flexions antérieures répétées toute la journée. Il faut absolument que la peau ait le temps de se recoller. Donc, après, la patiente se calme un petit peu. Après, le rééducateur tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Le traitement est plutôt médical avec des ponctions et on optimise la ponction avec un bandage thoracique. Et si vraiment on a des sérums rebelles qui sont vraiment exceptionnels, ça peut aller jusqu'au drainage chirurgical et on pose le bandage très, très rapidement en salle de réveil ou juste avant le retour à domicile de la patiente. Est-ce que les pansements siliconés sont remboursables par la sécurité sociale et doivent-ils être prescrits par un médecin? Ça, c'est pour enchaîner avec Nadine. C'est plutôt une question pour elle. C'est un peu surprenant, mais bon. Voilà. C'est pas moi le chef. Hein. Moi, je fais que poser des questions. Voilà, mais je réponds. Donc, les pansements siliconés ne sont pas remboursés, donc pas prescrits par le médecin. Voilà. On va reposer la question à Nadine. Merci beaucoup. Merci Dominique, tu as la simplicité de l'élocution qui est comparable à la simplicité du docteur Piat. On vous comprend bien, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de langue de bois. Et vous aviez déjà parlé sur ce même sujet pour le congrès qu'on avait fait sur le cancer du sein chez vous, à la faculté de médecine de Strasbourg il y a quelques années, puisque ce congrès sur le cancer du sein, on a l'habitude de le faire tourner en France. Et je pense qu'on continuera, sans doute qu'il s'enrichira d'autres communications qui viendront peut-être de membres, qui viennent d'autres sociétés, très vraisemblablement. Il faut le souhaiter. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt, te revoir à Strasbourg. Je crois que tes deux formations sont complètement pleines. Hein, je crois que c'est carton plein. Merci beaucoup. Très bien.